Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, mais je me suis dit que ce serait intéressant de la faire pour que vous en appreniez un peu plus sur moi, la FAQ. Bon, la FAQ, je pense que tout le monde connaît, je suis pas le premier à en faire, et si ça se trouve c'est déjà dépassé, mais bon, c'est pas grave. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, on va parler d'argent, d'études, de YouTube, de formation et de programmation. J'ai donc sélectionné quelques-unes des questions que vous m'avez posées sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je poste des conseils pour entreprendre, apprendre à coder et surtout devenir plus productif. Et puis comme ça, pour les prochaines FAQ, vous pourrez me poser vos questions. Sur ce, on commence tout de suite avec la question qui semble vous intéresser le plus, c'est comment je gagne ma vie et combien je gagne par mois. Alors je suis désolé de vous décevoir aussitôt dans la vidéo, mais je gagne pas encore ma vie avec mon activité sur internet. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je détaille un peu plus les activités que je fais entre YouTube, entre les formations, etc., etc. Mais malheureusement, même avec la YouTube Money et les formations que je vends pour apprendre à coder, c'est pas encore suffisant pour en vivre. D'ailleurs en parlant de formation, si vous voulez apprendre le Swift, j'ai sorti une formation vidéo de plus de 6 heures, totalement gratuite pour apprendre le Swift 5, la nouvelle version qui vient de sortir, et ça vous permettra notamment ensuite d'apprendre à développer des applications iOS. Donc cette formation est disponible sur mon site, je vous mets les liens dans la description, elle est totalement gratuite, et en plus il y a des fiches récapitulatives qui vont vous permettre d'apprendre et surtout d'assimiler beaucoup plus rapidement. Sinon en ce moment je suis en train de créer une formation sur le Swift UI, c'est le nouveau framework qui vient de sortir, je pense que vous en avez entendu parler. Cette formation sera disponible très bientôt, peut-être que même si vous regardez cette vidéo, elle est déjà disponible, donc n'hésitez pas à regarder les liens dans la description, ou de toute façon sur mon site, tout sera récapitulé. Sinon maintenant si vous voulez des chiffres concrets, très honnêtement YouTube, donc ça rapporte que des poussières, c'est entre 50 et 80 euros par mois avec la pub sur YouTube. Donc effectivement avec ça on peut pas encore payer le loyer. Maintenant vous pouvez vous demander comment ça se fait que je ne vis pas encore de mes ventes de formation sur internet alors que ça fait à peu près 2 ans que j'ai vendu ma première formation. Alors est-ce que mes formations sont nulles? Est-ce que mes vidéos YouTube sont pas intéressantes? D'après les retours que vous me faites, et en tout cas merci beaucoup, c'est pas le cas, ça a l'air d'être assez intéressant pour vous, en tout cas vous avez l'air d'apprendre pas mal de choses. Et la raison en fait est toute simple, c'est juste que je suis encore étudiant, donc on reviendra après sur mes études plus en détail dans la suite de cette vidéo, mais comme je suis encore étudiant, concrètement je peux me consacrer à mon activité sur internet, donc les formations et YouTube, que le week-end, et donc forcément ça complique un peu le processus et ça ralentit ma croissance sur YouTube et pour mes revenus du coup. Alors avant de répondre à la prochaine question, j'aimerais remercier la marque Vetin qui m'a envoyé ces 2 enceintes Bluetooth portables. D'ailleurs on a organisé un concours pour vous faire gagner vous une de ces 2 enceintes, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, tous les liens sont présents et tout est expliqué. Maintenant on passe à la deuxième question, quelles sont mes sources d'inspiration? Alors j'ai pas mal de sources d'inspiration, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, des films un petit peu aussi, mais pas tant que ça. Et le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Tools of Titans de Tim Ferriss. Vous le connaissez sûrement d'ailleurs avec la semaine de 4 heures. Pour vous raconter un peu ma vie, quand j'étais au collège et lycée, j'aimais vraiment pas lire. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et en même temps, c'est pas étonnant avec ce qu'on nous forçait à lire, surtout au collège. Alors je ne dénigre absolument pas la littérature française, mais c'est vrai que pour des gamins de 15 ans, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Du coup, j'étais un peu traumatisé par la lecture jusqu'au moment où j'ai commencé à lire mes premiers bouquins de développement personnel et les biographies. J'ai commencé par lire celle de Steve Jobs que j'ai adoré, c'est vraiment un bouquin qui m'a pris, j'étais vraiment à fond dedans, et surtout quand ça expliquait un peu le mode de vie de Steve et surtout de ses collègues dans la Silicon Valley. Après, j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui m'a été recommandé dans un podcast qui s'appelle Nomade Digital, et ça aussi c'est vraiment un podcast qui est arrêté maintenant, mais les épisodes sont toujours disponibles et sont toujours valables, ce qu'ils disent dedans sont toujours valables, et ça c'est vraiment un épisode qui m'a vraiment passionné parce que c'est 2 mecs en fait, c'est Stan et Paul, qui racontent en fait leur quotidien ou plutôt leur semaine à travers ce podcast dans leur voyage de nomade digital. Donc ils sont en Thaïlande, ils voyagent un peu dans les pays d'Asie, et du coup ils expliquent un peu comment vivre en nomade digital, comment gagner de l'argent sur internet tout en voyageant. Donc sinon j'ai aussi lu Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland, ça c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, et la biographie aussi d'Elon Musk. Bon voilà, je vais pas faire la liste de tous mes bouquins que j'ai lus, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, on pourra voir ça dans les prochaines semaines. Maintenant question suivante, quel est ton parcours depuis le lycée? Alors moi j'ai fait un bac scientifique avec option mathématiques, j'ai pas choisi informatique, c'est assez étonnant. Pourquoi j'ai pas choisi informatique? Pour 2 raisons, la première c'est tout simplement que c'était pas disponible, et je pense que même si l'option informatique était disponible au bac, je l'aurais pas choisi, je vais vous raconter un peu après pourquoi. Ensuite après mon bac j'ai fait une classe prépa à Valenciennes, au lycée Henri Wallon pour ceux qui connaissent. Une classe prépa en gros c'est 2 années voire 3 parce qu'on peut redoubler la 2e année. C'est 2 années pendant lesquelles on charbonne, on travaille, on fait que ça, et à la fin des 2 années on a du coup un concours qui va nous permettre d'intégrer une école d'ingénieur.
et une école d'ingénieur qu'on intègre en 3e année. Donc en gros la prépa c'est un moyen en fait d'une part de retarder l'échéance à laquelle on va devoir choisir ce qu'on veut faire plus tard, parce que c'est vrai qu'on nous met de plus en plus la pression à l'école pour savoir ce qu'on veut faire plus tard comme métier, ce qu'on veut faire plus tard. Et donc du coup voilà, la prépa c'est 2 ans pendant lesquels on charbonne, on choisit une filière, ça reste général mais on choisit quand même une filière. Moi j'ai choisi la filière PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. J'avais le choix entre PCSI ou MPSI, en gros c'est le choix entre physique, chimie ou physique et maths, et donc j'ai choisi physique, chimie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais un prof en fait en physique au lycée qui était génial, même si c'est vrai que j'avais un prof en mathématiques qui était génial aussi, les deux étaient vraiment excellents. Donc du coup voilà, j'ai choisi la filière physique-chimie et ensuite je suis passé en j'ai choisi la filière physique-chimie sciences de l'ingénieur et après on pouvait choisir entre sciences de l'ingénieur et physique-chimie en 2e année. Donc concrètement j'ai fait que de la physique et de la chimie pendant mes 2 années de prépa avant d'intégrer l'école d'ingénieur. Donc l'école d'ingénieur du coup c'est ce que j'ai intégré par concours après les 2 ans de prépa. Donc j'ai intégré l'ENSI Caen en filière électronique. Donc après une première année à faire de l'électronique pure et dure et à souder en gros des circuits électroniques, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et après une grosse période de remise en question, j'ai réussi à switcher de la filière électronique à la filière informatique. Donc c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai codé en fait. En électronique, on faisait un peu de programmation, on faisait du C notamment et des langages appliqués aux cartes électroniques. Mais tout ça pour vous dire en fait que avant ma première année d'école d'ingénieur en électronique et surtout en informatique, eh bien j'avais jamais vraiment touché au code. Donc en gros ça fait que quelques années que je suis rentré dans le monde de la programmation. Tout ça pour dire que si jamais vous vous posez des questions, tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la programmation si jamais vous êtes déjà dans le monde du travail ou si vous avez choisi un cursus d'études qui n'est pas forcément relié directement à la programmation, au développement. C'est encore possible, il suffit d'aller chercher les informations là où on peut les trouver, c'est-à-dire sur internet, et vous allez trouver assez facilement des ressources pour apprendre la programmation. Donc voilà, là il me reste plus qu'une année, et en fait c'est même pas exactement une année puisque c'est un semestre plus 6 mois de stage avant de rentrer dans le monde du travail et d'avoir enfin cette liberté. Mais avec tout ça justement, où est-ce que j'ai appris à programmer? Donc pour revenir un peu à ma scolarité, j'ai créé mes premières lignes de code quand j'étais en prépa. C'était du Python, on faisait des scripts Python, mais c'était pas pour moi vraiment de la programmation, enfin c'était pas du développement, dans la mesure où c'était juste des scripts qu'on devait créer pour utiliser en fait les résultats qu'on avait en expérience de physique ou de chimie. Donc c'était pas vraiment de la programmation, c'était juste de la manipulation de données avec du Python. Et ensuite en arrivant à l'ENSI Caen, donc du coup j'ai appris à programmer en C, mais comme je vous l'ai dit, c'était pas quelque chose qui me passionnait forcément. Et en parallèle en fait, j'avais toujours voulu développer des applications mobiles. Avant j'avais un téléphone Android, mais bon bref, c'est un détail. Et du coup j'avais commencé à chercher comment est-ce que je pouvais développer mes premières applications sur Google. Alors ça, je vous dis ça, c'était peut-être déjà il y a 10 ans. Et du coup j'étais tombé sur des premiers liens qui me disaient en gros qu'il fallait faire appel à une agence, que c'était pas possible de développer soi-même des applications. Et du coup j'avais un peu abandonné l'idée parce que je me suis dit que il fallait vraiment être un professionnel, que c'était pas accessible à tout le monde et surtout que ça coûtait très cher. Et donc en revenant maintenant 2 ans en arrière, j'ai eu mon premier iPhone et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit ah tiens, ça m'est revenu en tête en fait et je me suis dit bon allez, cette fois-ci maintenant que j'ai un premier pied dans le monde de la programmation, je vais essayer de voir comment on développe ces applications mobiles. Et je suis tombé sur une formation Udemy de Angela Yu. Alors peut-être que vous la connaissez, c'est une des meilleures formations pour développer en iOS sur Udemy. Par contre c'est en anglais et cette formation c'était sous iOS 10 ou 11, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour dire que le langage Swift et surtout le développement iOS a tellement changé depuis que malheureusement cette formation, je pense qu'elle est un peu dépassée. Et à partir de là, j'ai commencé en fait à faire pas mal de recherches sur internet, à suivre des tutos sur Udemy, sur Open Classrooms. Et j'ai commencé à développer mes premières applications mobiles. J'ai suivi aussi des formations sur Udemy pour apprendre à créer mes premiers sites web, donc rien d'extraordinaire, hein, je suis pas du tout devenu développeur web depuis le temps, mais au moins ça m'a permis en fait de développer mes premiers sites moi-même, comme pour faire un CV par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire en fait que mes premiers pas dans le monde de la programmation, je les ai fait certes avec l'éducation, enfin avec l'école, en prépa, mais c'était surtout avec des recherches personnelles. Et ensuite, comme je savais en fait que c'était quelque chose qui me passionnait, c'est à ce moment-là que j'ai switché entre la filière électronique et la filière informatique. Et après, à l'ENSI Caen, on a commencé à développer du coup en Java, en C++, on a fait un peu de Python aussi pour l'intelligence artificielle.
Et effectivement, là, je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, je vais aller creuser là-dedans, et j'ai continué à chaque fois à aller chercher des ressources sur Internet pour continuer à apprendre en plus que ce que nous apprenait l'école. Alors, prochaine question maintenant, est-ce que tu as déjà essayé le dropshipping? Le dropshipping, c'est quelque chose que j'ai encore jamais essayé. C'est une activité qui peut être intéressante parce qu'elle nous permet notamment de gagner de l'argent sur Internet et d'être totalement libre, donc effectivement, c'est quelque chose que moi je recherche. Et malgré effectivement les quelques scandales en fait qui sont apparus sur YouTube il y a pas longtemps concernant le dropshipping, notamment avec des influenceurs qui revendaient des produits avec des promotions soi-disant exceptionnelles, qui vendaient des produits 3 fois plus chers, même après la promotion, que ce qu'ils achetaient justement sur des sites de dropshipping. Bref, malgré tout ça, je pense que c'est quand même une activité qui peut être intéressante à démarrer si on la fait bien, bien évidemment. Alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais le dropshipping, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc je vous invite à faire vos petites recherches pour savoir comment est-ce qu'on fait. Une autre question maintenant, comment tu t'es mis à YouTube? Alors YouTube, si on remonte aux prémices, pour ceux qui veulent savoir, j'ai posté mes premières vidéos sur YouTube il y a au moins 10 ans en arrière maintenant, et c'était des vidéos de skate. Alors je vais pas vous mettre les liens ici, hein, je vous laisse faire votre petite enquête pour ceux que ça intéresse. Mais donc voilà, en fait, j'avais une bande d'amis que j'ai toujours, bien sûr, et après le collège, on sortait faire du skate, et je me suis assez vite trouvé une passion pour filmer, en fait, pour créer des petits montages comme ça sur mon ordinateur, et je filmais nos après-midi de skate, des trucs assez sympas d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Après, j'avais une chaîne de musique également, bon voilà, je vais pas mettre tous les liens ici, mais j'ai retrouvé en fait dans cette chaîne de musique cette passion qui me permettait de créer quelque chose, aussi bien des compositions musicales que des montages vidéo, parce que je m'amusais à faire des mini-clips entre guillemets. Donc voilà, la première chaîne de skate, la deuxième chaîne de musique, et ensuite, pour ceux qui connaissent peut-être ça, c'est une chaîne qui est plus récente. C'est ma chaîne qui s'appelle iMake Tutorials. C'est une chaîne sur laquelle j'avais fait des tutos sur Arduino. Donc là c'était déjà une chaîne un peu plus programmation, j'apprenais notamment à faire des petits jeux sur des écrans LCD, où j'avais commencé également à reconstruire une voiture téléguidée, radio-guidée avec Arduino. Donc tout ça pour dire que j'avais déjà fait mes premiers pas assez hésitants sur YouTube, un peu avant cette chaîne que vous regardez, sur laquelle vous êtes maintenant. Et après je me suis dit, bon ça y est, on va construire quelque chose de grand, on va construire quelque chose de propre, et c'est comme ça qu'est née cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, dans laquelle je veux vraiment partager un message et partager ma passion pour le développement iOS, et surtout vous faire comprendre à vous et à un maximum de monde que réaliser ses rêves c'est possible, et que à partir du moment où on a un minimum de motivation et un minimum de rigueur, tout devient possible. Maintenant, pour parler un peu des projets que j'ai avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment de continuer à la faire grossir, de faire quelque chose d'encore plus professionnel, de quelque chose d'encore plus qualitatif, de vous apporter toujours un maximum de valeur. Et c'est pour ça justement que je commence à créer mes formations et à vendre mes formations, pour pouvoir en vivre au quotidien et pour pouvoir vous fournir toujours plus de valeur gratuitement. Donc j'espère que le contenu que vous trouvez sur cette chaîne et dans mes formations vous plaît toujours autant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos critiques constructives dans les commentaires, qu'elles soient positives ou négatives, ça m'aidera forcément à m'améliorer. Donc voilà, la vidéo FAQ est déjà assez longue, je pense. J'ai pas listé toutes les questions, j'en garde un peu pour la prochaine FAQ. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou à lâcher un pouce bleu pour voir si j'en referai d'autres. Et à ce propos, justement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me poser les prochaines questions de la FAQ. J'espère donc vous avoir apporté un maximum de valeur, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.